Alors aujourd'hui, nous commençons à proprement parler un cours sur la culture. Grand 1, la culture est-elle le propre de l'homme? Grand A, problème, la culture modifie-t-elle la nature humaine? Alors, le problème que nous allons aborder dans cette partie, il se situe dans une tension que nous pouvons facilement apercevoir. D'un côté, ce qui semble distinguer radicalement, spécifiquement, l'humanité des autres espèces vivantes, ouais, ce qui semble distinguer l'être humain de manière spécifique, c'est-à-dire en tant qu'espèce, distinguer l'être humain de toutes les autres espèces vivantes, c'est sa dimension culturelle. C'est-à-dire le caractère symbolique et complexe de ces interactions sociales. Oui, oui, oui. Ce qui va caractériser l'être humain spécifiquement par rapport aux autres animaux, c'est son appartenance à une culture, sa dimension culturelle. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Le caractère symbolique et complexe de ces interactions sociales. On verra qu'il y a des sociétés animales, la, la ruche, la fourmilière ont servi de modèle de pensée à certains auteurs pour penser la société humaine, les sociétés humaines, mais il est certain qu'il y a un écart qualitatif entre une ruche et une société humaine. Et cet écart qualitatif, c'est la place du symbole, le rôle de la fonction symbolique, en fait, au sein de la société. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que par l'éducation, l'être humain développe des facultés qui vont symboliser, à tort ou à raison, sa dignité d'être humain, sa dignité humaine. Ouais. Qui vont symboliser, qui vont signifier. Euh, Typiquement, la raison, le langage, l'utilisation d'instruments, d'outils, ou des types d'activités qui vont distinguer l'être humain des autres espèces animales. En tout cas, semble-t-il. Et enfin, et c'est là qu'on arrive à l'autre côté du problème, il y a une diversité des formes de vie au sein de l'espèce humaine qu'on ne rencontre pas chez les autres espèces vivantes. Très clairement,
il y a plus de différences sociales entre euh, un Japonais, entre la société japonaise et la société française, qu'il y a de différences de mode de vie entre, je ne sais pas, un aigle qui vole au-dessus des Appalaches et un aigle qui vole au-dessus des Alpes. Le mode de vie de ces aigles est similaire pour ne pas dire identique. Alors, il y a certains éthologues qui ont observé qu'il y avait quelque chose comme des accents dans le chant des oiseaux. D'accord, ok. Vous avez les oiseaux qui disent pain au chocolat et les oiseaux qui disent chocolatine. Mais il y a quand même une vraie différence entre la diversité de mœurs des êtres humains et celle qu'on peut constater, je ne sais pas moi, entre deux groupes de gorilles qui vivent dans des parties du continent africain. Très clairement, il y a plus de différences au sein des sociétés humaines qu'il y en a au sein des sociétés animales, quand il y en a. Et c'est ça l'autre partie du problème, au fond. C'est que la culture semble définir la nature humaine, mais elle semble aussi nous éloigner d'elle. Elle semble définir la nature humaine, mais elle semble aussi nous éloigner d'elle. Qu'est-ce que l'être humain à l'état de nature? C'est un problème. C'est un problème pour la pensée, parce qu'à partir du moment où il y a eu humanité, il y a eu état de culture, et non plus état de nature. L'humanité se définissant par la culture, que reste-t-il de naturel chez l'être humain? La bipédie, le fait de se tenir sur deux jambes? Peut-être pas. Euh, le fonctionnement de la digestion? Peut-être pas. C'est-à-dire que vous allez avoir des systèmes digestifs relativement différents selon que votre alimentation est basée sur une alimentation plutôt carnée ou une alimentation plutôt végétarienne. La reproduction, effectivement, c'est-à-dire tout ce qui peut ressortir de l'ordre de la biologie. Mais là encore, vous vous rendez compte, et c'est très intéressant, que le, la reproduction, c'est un très bon exemple. C'est que les mœurs sexuelles, tout ce qui concerne la séduction, tout ce qui peut concerner l'érotisme, tout ce qui peut concerner, et d'ailleurs j'ai prévu un texte sur ce sujet, tout ce qui peut concerner les normes de beauté d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre, varie culturellement, c'est sûr. On peut penser à... c'est pas un texte que je vous ai mis, mais c'est un texte qui est intéressant. C'est les textes de Foucault sur l'homosexualité et son acceptabilité sociale, par exemple, dans l'Antiquité. Et en fait, on se rend compte que la manière dont l'homosexualité est tolérée ou pas dans l'Antiquité n'est pas du tout la même que celle dont elle est tolérée ou pas à l'époque contemporaine, c'est-à-dire pour Foucault dans la société française. C'est assez intéressant de voir ça, c'est-à-dire qu'un phénomène qui est, comme on dit, vieux comme le monde, fait l'objet d'approches culturelles extraordinairement différentes, okay, y compris fait l'objet d'acceptations radicalement différentes d'une société à l'autre. Alors,
la question est donc de savoir ce qui peut rester de naturel, de spontané chez un être qui se perfectionne, se fait lui-même, se crée lui-même en permanence. Alors, c'est la question qui fonde une science, la science humaine par excellence, qui est l'anthropologie. L'anthropologie, A-N-T-H, O-L-O-G-I-E. Qui fait ce bruit de flipper, le dauphin. Euh, alors, une remarque sur ce que c'est que l'anthropologie. L'anthropologie, comme tout ce qui est bon, ça vient du grec. Logie, c'est le discours sur ou la science de. Anthropos, c'est l'être humain. Donc, l'anthropologie, c'est la science de l'homme. Qu'est-ce qui va distinguer l'anthropologie de l'ethnographie ? Alors, l'ethnographie, c'est avant tout le récit et la description des mœurs de peuples étrangers et lointains. C'est par exemple, on pourrait dire c'est les récits des voyageurs de la Renaissance, du XVIIIe siècle. Ce sont ceux qui vont voyager, enfin, ce sont les récits des explorateurs, si vous voulez. Et l'ethnographie a avant tout une dimension pratique, c'est-à-dire ça sert à savoir où établir des comptoirs commerciaux, qui sont les cannibales parmi ceux qu'on va envahir. Bref, ça sert à savoir où on met les pieds. Je vous recommande la lecture par exemple, du Livre des Merveilles de Marco Polo, qui est vraiment un modèle dans le genre ethnographique. Et au fond, l'anthropologie est un petit peu l'héritière de ça, c'est-à-dire il va toujours s'agir de s'intéresser à des cultures diverses, différentes, mais en fait, il n'y a pas de dimension d'exotisme. Il y a une dimension qui est scientifique, qui va consister en fait à se demander quelles sont les structures communes à toutes les cultures humaines. Et l'anthropologie, on peut dire qu'elle naît véritablement avec le structuralisme, c'est-à-dire la théorie qui affirme qu'il y a des structures communes du comportement humain, malgré des éléments qui peuvent être différents. On va voir un texte d'un des précurseurs de l'anthropologie, un texte qui va servir vraiment de modèle aux sciences humaines. C'est le texte de Rousseau, Jean-Jacques donc. C'est la préface
du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qu'on appelle aussi plus brièvement le second discours. Rousseau écrit deux discours. Le premier discours, c'est le discours sur les sciences et les arts, qui est déjà une réflexion sur la culture. Et le second discours, c'est le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Texte qui sera publié en 1755. 55. Alors, qu'est-ce que c'est que ce discours? C'est une commande, c'est-à-dire que c'est la dissertation, on pourrait dire ça comme ça, c'est la dissertation que Rousseau écrit dans le cadre d'un concours organisé par une académie. Je ne sais plus quelle est cette académie, il me semble que c'est Bordeaux. À l'époque, chaque grande ville, et en particulier Bordeaux, avait des académies littéraires, scientifiques, et ces académies proposaient, en fait, pour stimuler la discussion intellectuelle, des récompenses, des prix à ceux qui répondraient le mieux à telle ou telle question philosophique ou scientifique. Je vérifie, mais il me semble que c'est l'Académie de Bordeaux. Dijon, pardon. Voilà. Alors, je lis ce texte et je m'arrête quand c'est nécessaire. La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme. Et j'ose dire que la seule inscription du temple de Delphes contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres des moralistes. Alors je m'arrête tout de suite pour des questions on pourrait dire de vocabulaire, de contexte historique. Le temple de Delphes, c'est le temple d'Apollon en Grèce, qui servait aux dirigeants des cités grecques à obtenir des oracles. Et sur l'une des colonnes, je crois, du temple de Delphes, il était inscrit en grec ancien Gnoti Seouton, c'est-à-dire en français connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, qui est une devise que Socrate va reprendre à son compte. Connais-toi toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, justement, pour Socrate, cela veut dire apprends à savoir qui tu es pour mieux te maîtriser, pour maîtriser tes passions, pour mieux te gouverner. Et Rousseau va prendre ça au pied de la lettre. Connais-toi toi-même, c'est-à-dire connais-toi toi-même en tant qu'espèce. Fais une science de l'homme. Que sont les moralistes? Rousseau en parle. Qu'est-ce que c'est qu'un moraliste au XVIIIe siècle? C'est quoi un moraliste? C'est c'est plutôt ça. Un moraliste, ce n'est pas quelqu'un qui vous fait des leçons de morale, c'est un écrivain qui étudie le comportement de l'être humain. Okay. Donc je relis cette phrase. La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme, et j'ose dire que la seule inscription du temple de Delphes contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres des moralistes. Aussi, je regarde le sujet de ce discours comme une des questions les plus intéressantes que la philosophie puisse proposer, et malheureusement pour nous, comme une des plus sérieuses que les philosophes puissent résoudre, à savoir la question de l'origine des inégalités sociales. Car comment connaître la source de l'inégalité parmi les hommes si l'on ne commence par les connaître eux-mêmes? Et comment viendra-t-il à bout
de se voir tel que l'a formé la nature, à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle, et de démêler ce qu'il tient de son propre fond d'avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif, semblable à la statue de Glaucus. Alors Glaucus, c'était un dieu inférieur du grec. Vous savez que déjà, il y a des dieux qui peuvent être tués et d'autres qui ne peuvent pas être tués dans le panthéon grec. Glaucus est clairement un dieu qui peut être tué. Glaucus était un dieu marin qui va courtiser, on va dire ça de manière atténuée, qui va courtiser une nymphe ou une déesse marine sur lequel le dieu de la mer Poséidon avait des vues. Vous voulez poser une question? Oh, c'est par des dieux, ouais. Ouais. Ou des titans, enfin oui, des dieux. Les titans sont des dieux. Le choc des titans, excellent film. Le premier, qui date des années 70, avec les effets spéciaux de Ray Harryhausen. Euh, le... Alors attendez, où est-ce que j'en étais? Donc Glaucus, c'est un dieu un peu lubrique qui va draguer une nymphe et ça va pas plaire au dieu des mers, Poséidon. Poséidon va le transformer en pierre, en rocher. Il va statufier son corps. Tout en enfermant du coup la conscience de Glaucus dans ce rocher. Et comme c'est un dieu marin, pour ne pas dire sous-marin, eh bien qu'arrive-t-il à un rocher quand on le place sous l'eau pendant très longtemps? Il s'use, il se déforme, il y a du corail qui se forme sur sa surface. Bref, au départ, on reconnaissait Glaucus à ses traits, et plus le temps passe, plus il va être méconnaissable, évidemment. Semblable à la statue de Glaucus, que le temps, la mer et les orages avaient tellement défigurée qu'elle ressemblait moins à un dieu qu'à une bête féroce, l'âme humaine altérée au sein de la société par mille causes sans cesse renaissantes, par l'acquisition d'une multitude de connaissances et d'erreurs, par les changements arrivés à la constitution des corps, et par le choc continuel des passions, a, pour ainsi dire, changé d'apparence, au point d'être presque méconnaissable. Et l'on n'y trouve plus, au lieu d'un être agissant toujours par des principes certains et invariables, au lieu de cette céleste et majestueuse simplicité dont son auteur l'avait empreinte, que le difforme contraste de la passion qui croit raisonner et de l'entendement en délire. Ce qu'il y a de plus cruel encore, c'est que tous les progrès de l'espèce humaine, l'éloignant sans cesse de son état primitif, plus nous accumulons de nouvelles connaissances, et plus nous nous ôtons les moyens d'acquérir la plus importante de toutes, et que c'est en un sens à force d'étudier l'homme que nous nous sommes mis hors d'état de le connaître. C'est assez génial. Il est aisé de voir que dans ces changements successifs de la constitution humaine, c'est dans ces changements successifs de la constitution humaine qu'il faut chercher la première origine des différences qui distinguent les hommes, lesquels, d'un commun aveu, sont naturellement aussi égaux entre eux que l'étaient les animaux de chaque espèce, avant que diverses causes physiques eussent introduit dans quelques-unes les variétés que nous y remarquons. En effet, il n'est pas concevable que ces premiers changements, par quelque moyen qu'ils soient arrivés, aient altéré tout à la fois et de la même manière tous les individus de l'espèce, mais les uns s'étant perfectionnés ou détériorés et ayant acquis diverses qualités bonnes ou mauvaises qui n'étaient point inhérentes à leur nature, les autres restèrent plus longtemps dans leur état originel. Et telle fut parmi les hommes la première source de l'inégalité, qu'il est plus aisé de démontrer ainsi en général que d'en assigner avec précision
les véritables causes. Alors, plusieurs remarques que je vais essayer d'organiser sur ce texte. Donc, la première remarque, c'est... Je vais partir en fait du cœur du texte et ensuite essayer de voir tous ces enjeux. Le problème que pose Rousseau est celui de l'anthropologie, à savoir celui d'une science de l'homme. Quel est le problème? La science de l'homme doit être une science de sa nature. Or, deux points, toute science est animée par le progrès des connaissances. Et deuxième point, plus on progresse, plus on s'éloigne de notre nature. Donc, une science de la nature humaine, semble être un oxymore, une contradiction dans les termes. Oxymore avec un Y. Donc, en fait, ce que dit Rousseau, c'est que l'ethnographie, telle qu'elle existe à son époque, l'ethnographie, oui, oui, l'ethnographie, telle qu'elle existe à son époque, c'est-à-dire le récit des explorateurs, qui comporte d'ailleurs souvent une bonne part de fiction. Même surtout Marco Polo d'ailleurs, fantasme un certain nombre de choses dont il fait le récit. Donc l'ethnographie de son époque fait fausse route en voulant accumuler sans cesse de nouvelles connaissances. Et plus on progresse dans la science, plus on s'éloigne de la nature qu'on doit connaître. Plus on progresse dans la science, plus on s'éloigne de l'origine naturelle qu'on doit connaître. Oui, oui, que l'on doit connaître. Alors, la thèse de Rousseau, c'est que la culture a altéré la nature humaine. Et ici, je pense qu'il est important, de comprendre quel est le modèle
que Rousseau a en tête. En fait, c'est le modèle qui va fasciner tous les philosophes du XVIIIe siècle. C'est Newton, Isaac Newton. Donc, qui est mathématicien, mais qui est surtout connu comme, on pourrait dire aujourd'hui, astrophysicien. Il est astronome. Alors, il y a en particulier un texte qui est assez peu lu, mais qui est passionnant. Un texte de Newton qui s'appelle Le système du monde, ou Traité du système du monde, qui a été publié en 1728. Texte dans lequel Newton essaie de mathématiser la formation des systèmes solaires et la terraformation, la formation des planètes. Pourquoi est-ce que les planètes ont une forme sphérique? Pourquoi est-ce qu'elles tournent autour d'une masse gigantesque, prodigieuse, qui est celle des soleils, des étoiles? Et qu'est-ce qui peut expliquer la déviation de certains corps célestes? Et au fond, ce que fait Newton, c'est qu'il explique des phénomènes de plus en plus complexes à partir de causes initiales très simples. C'est un des textes qui va inspirer en mathématiques la théorie du chaos. Et c'est d'une certaine manière, enfin, si vous voulez, c'est un des textes les plus importants dans l'histoire de l'astronomie parce que c'est un texte qui modélise l'origine de l'univers. 200 ans, ou oui, je crois à peu près avant le Big Bang. Le Big Bang, ça date de quand? Pardon? C'est les années 50, je pense. « 1927. Donc en fait, il y a un bout de temps quand même. Donc ouais, il y a 2 siècles. C'est 1727, 1728, la publication du système du monde. Théorie du Big Bang, 1927. Alors, que nous dit Rousseau? Rousseau nous dit il faut faire une physique, il faut faire une astronomie de l'être humain. À l'origine, l'être humain était simple, immobile, qu'est-ce qui vient expliquer les changements dans le corps et dans l'âme de l'être humain? Eh bien,
Rousseau va faire les mêmes hypothèses que Newton. Ce sont les interactions entre les êtres humains qui vont modifier les êtres humains. De la même manière que c'est la gravité, c'est-à-dire une forme d'interaction entre les corps célestes, à distance, c'est la gravité qui va modifier la structure même des corps célestes. En fait, Newton va expliquer, enfin, va tout expliquer à partir de la gravité. Et bien Rousseau va tout expliquer à partir d'une certaine forme de gravité aussi pour l'être humain. Mais, et je vais bientôt terminer, vous comprenez que en astronomie et en anthropologie, le problème est le même. Quel est le problème pour l'astronomie? C'est qu'on ne verra jamais, on ne pourra jamais observer l'origine de l'univers. C'est impossible. C'est impossible. On n'a pas de machine à remonter le temps. Et de la même manière, dit Rousseau, il n'y a pas moyen d'observer ce qu'était l'être humain à l'origine. Personne n'y était, à part les premiers êtres humains. Il va donc falloir créer en science, et en particulier dans la science humaine, dans l'anthropologie, une méthode d'hypothèse qu'on n'avait jamais envisagée avant. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un modèle. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle en physique? Un modèle, c'est une fiction qui a la valeur d'un cadre théorique. Permettant de comprendre, en fait, certains phénomènes. On sait que le modèle est faux, mais il a quand même une vertu explicative. Comment est-ce que vous représentez un atome graphiquement? Vous avez un noyau et un électron, c'est-à-dire que si mes souvenirs sont bons, un atome, c'est à peu près cette tronche-là, si vous voulez. Okay. En gros, c'est une sorte de système solaire réduit. C'est totalement faux. C'est-à-dire que l'électron, c'est pas un point, et le noyau, c'est pas une sphère. Si on devait vraiment représenter ce que c'est qu'un... En fait, ce que c'est que la réalité au niveau atomique ou subatomique, on pourrait pas le dessiner, tout simplement. Ça serait quelque chose comme du gaz, enfin, on n'en sait rien, si vous voulez. Il n'y a pas de limite physique de l'atome. On ne peut pas dessiner le noyau d'un atome comme un œuf. Ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, ça permet d'expliquer, au fond, ça a une vertu pédagogique, ça permet d'expliquer ce que c'est qu'un atome. Alors, le deuxième point que je veux aborder dans le texte, c'est précisément la critique que Rousseau va faire des instruments de la connaissance.
Alors, Rousseau nous dit que euh, il va falloir connaître la nature humaine. Mais justement, les facultés qui vont nous permettre de connaître ne sont pas naturelles. La raison n'est pas naturelle, le langage n'est pas naturel, l'intelligence n'est pas naturelle, ce sont des produits de la culture. Ce sont des facultés qui se développent dans la société. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous ai vu tiquer un petit peu. Oui? En gros, tout ce qui va nous permettre de faire de la science, c'est le produit de la culture, de la civilisation. Euh, Lucie, si vous voulez, qui tombant de son arbre, était incapable de connaître la nature humaine parce qu'elle, en tant qu'espèce, l'espèce humaine n'avait pas encore développé des facultés, la raison, l'intelligence, le langage, certaines procédures permettant d'encadrer ce qu'on appelle l'objectivité. Bref, Lucie était incapable de se connaître elle-même. Ok. Mais nous, maintenant que nous avons ces facultés-là, est-ce que nous pouvons nous connaître nous-mêmes, étant donné que ces facultés ne sont pas naturelles? Bon, pour Rousseau, bah oui, mais justement, comment est-ce qu'on a évolué? Par l'artifice, par la culture. Oui, d'accord, mais vous voyez bien que ça n'a plus rien de biologique, que nous ne sommes plus seulement des êtres biologiques. Un être naturel, c'est un être, justement, c'est ça une des définitions de la nature, c'est un être qui n'est pas artificiel, c'est-à-dire sur lequel l'être humain n'est pas intervenu. Or, l'être humain est intervenu sur lui-même depuis la nuit des temps, en fait, depuis qu'il y a une espèce humaine. Il n'a cessé de se modifier depuis là, depuis toujours. Je sais pas moi, il y a des phénomènes qui nous rappellent notre origine animale, par exemple les dents de sagesse, par exemple, euh, par exemple les cheveux, les poils, la barbe. Euh, Nous étions couverts de fourrure à une époque. Aujourd'hui, on a un peu perdu de notre fourrure, certains plus que d'autres d'ailleurs. Mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est pas naturel. C'est pas naturel. Ok. Notre corps s'est modifié parce que euh, nous avons produit nos propres vêtements. On est la seule espèce à se vêtir, hein. Nous avons construit des habitations. On est une des rares espèces à le faire. On s'est protégé du froid, de la chaleur, de la faim, etc. Et ça a produit des effets sur notre corps. Des effets qui sont artificiels, qui ne sont pas seulement naturels. Okay. C'est ça que dit Rousseau. C'est que la culture n'a cessé de modifier notre nature. Ce que nous étions à l'origine, nous ne le sommes plus. Pas comme toute espèce. Pas comme toute espèce. Les seules espèces qui ont subi des modifications génétiques aggravées, ce sont les espèces qui ont été domestiquées par l'homme. Quand vous voyez un chihuahua et que vous le mettez à côté d'un loup, et vous vous dites, il y a longtemps, le chihuahua, c'était un loup, mais il a été domestiqué, bah vous voyez en fait ce que Rousseau veut dire.